plus en plus de gens croient à la réincarnation. Il y a comme une religion qui se construit individuellement, puis on choisit si on croit aux miracles, aux anges, à la religion catholique, un peu de bouddhisme, etc. Mais dans le dernier sondage auquel j'ai eu accès là-dessus, ça a été fait pour Le Devoir en 2010. On disait que 35 des gens croyaient à la réincarnation, 33 à la réincarnation et 56 aux anges. Alors, Jean Cazot, qui explore ces mondes un peu vaporeux, publie un nouveau livre qui s'intitule « La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages » aux éditions Québec Livre. Et il explore justement les pistes de réincarnation. Il a des cas concrets. Lui croit à cette réincarnation-là. Il est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Jean Cazot. Bonsoir. Toujours un plaisir de se parler. Parce que ce dernier livre-là ne parle pas d'extraterrestres, il se concentre sur la réincarnation. Et la réincarnation, je le disais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. C'est un concept, quand on parle du tiers des Québécois qui sont à l'aise avec ça, c'est quand même beaucoup de monde. En quoi... Avec quoi, à partir de quoi, on peut dire que ça existe? Parce que c'est l'objet du livre. Là. Oui, c'est une croyance très, très ancienne en passant et qui a été chrétienne très longtemps, pendant presque 300 ans. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est juste qu'à un moment donné, Constantin, là, le petit empereur romain, a décidé, lui, que c'était plus bon, ça, puis qu'il fallait s'en débarrasser. Et c'est depuis ce temps-là que l'Église catholique rejette la réincarnation. Mais c'est vieux, ça, c'est une vieille... Et ça existait du temps du Christ, puis lui-même a fait des déclarations qui sont... Quand on regarde ça comme il faut, on se dit, coudonc, il était-tu réincarnationniste? Alors moi, j'ai pensé que... Je me suis dit, il faut répondre à ces deux questions-là. D'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui survit après la mort physique du corps? Ça, ce livre-là, il répond, et c'est positif, évidemment. Et la seconde question, c'est, oui, bon, c'est bien, on survit, mais on fait quoi, là, tu sais? Et c'est là qu'on se rend compte que, suite à un bouquin que j'ai publié l'an passé qui disait « Esprit d'abord, humain ensuite », ce qui veut dire qu'on est d'abord un esprit qui vit, qui a une existence, et dans un corps, et non l'inverse, qui nous a été enseigné par l'Église pendant des siècles et des siècles, à l'effet qu'on était un corps doté d'une petite âme, toute fragile, que si on fait des petites choses en dessous des couvertes, on risque de la perdre. Tu sais. Alors ça, c'est évident que c'est complètement ridicule, et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens commencent à dire non à ça. Et dans le livre, vous avez des indications, c'est des choses dont on entend parler dans les médias régulièrement, des cas qui sont exceptionnels, mais qui sont soulevés publiquement. Vous présentez un certain nombre de cas où il y a des enfants qui font des drôles de déclarations et il y a des psychiatres qui sont intéressés à eux et ça donne de drôles de résultats. Donnez-moi 2-3 exemples. Bien, ça donne de drôles de résultats, mais ce qui est malheureux, c'est que, et tu l'as probablement remarqué, Denis, en parcourant le livre, tu te dis, ouais, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de cas au Québec? Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a aucun psychiatre qui a les guts de le faire. Le travail qui a été fait par des bonhommes comme Ian Sanderson et puis d'autres, il y en a plusieurs, là, je veux dire, on ne les nommera pas tous ici, mais je veux dire, c'est du sérieux, là, ce travail-là. C'est du travail de terrain avec de la preuve médicale, à défaut d'avoir une preuve scientifique, là, comme tout le monde veut en avoir une. C'est assez patent. Alors, il y a des dossiers. Moi, celui qui m'a frappé le plus, parce que j'ai rencontré sa mère, j'ai parlé avec sa mère, c'est Carol Bowman, qui nous vient de Philadelphie, que j'ai fait venir, moi, en conférence, parce que je voulais que les gens se rendent compte de l'énormité de ce dossier-là, où son petit bonhomme de 4 ans, à un moment donné, a éclaté. Il avait peur de sa vie pendant des feux d'artifice. Bon, il l'a ramené à la maison. Sauf que il y avait un professionnel de la santé mentale qui était là, un de ses amis, qui était à la maison en même temps, comme une espèce de coïncidence. Puis il a pris le petit gars, puis là, il a commencé à... Au lieu de dire « calme-toi, va te coucher », là, il a essayé de dire « de quoi t'as peur? » Il l'a fait parler. Et là, le petit gars l'a regardé, carré dans les yeux, puis il dit... On va tous mourir, on va tous se faire tuer. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il aurait pu dire, bon, regarde, fais de dos, là. Non, il ne l'a pas traité comme un enfant, un bébé. Il l'a traité presque comme un adulte, puis il lui a demandé d'élaborer là-dessus. Écoute, ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Carol me dit qu'elle est venue folle avec ça, parce que l'enfant a raconté sa vie comme un soldat de l'Union noire, soit dit en passant.
On parle de 1863, 64, alors que dans une bataille épique qui est survenue dans ce secteur-là, tous les soldats, enfin, avec qui il travaillait étaient étendus, morts, il y a de la fumée partout. Et c'est ça qui a déclenché sa mémoire lorsqu'il a regardé et qu'il a vu, il a entendu les feux d'artifice, il a vu la fumée, et là, il a vu tout ce monde-là étendu sur le terrain, qui étaient en réalité des gens qui allaient voir les feux d'artifice. Alors, tu sais, ils se couchent sur le terrain, mais ils regardent dans les airs, feux d'artifice, ça se passe pas dans l'eau. Alors, il était comme mort, finalement, et ça, c'est ça qu'il a. Et là, il a revu cette scène-là, et ce qui a été formidable, c'est que le psychologue qui s'en est occupé l'a fait parler. Combien de fois, Denis, des enfants, les petits Québécois, là, nos enfants, peut-être même nous-mêmes, avons revécu des choses comme ça, et à minute qu'on s'est ouvert la trappe, on s'est fait dire « Veux-tu m'arrêter de dire des niaiseries, là? Va-t'en dans ta chambre. » Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Alors, combien de choses comme ça on a perdu? Moi, j'ai des amis à moi qui ont vécu exactement la même chose, où le père, et je le raconte dans le bouquin, ça, le père dit à son enfant, il vient d'acheter la grosse caméra, là, tu sais, l'espèce d'horreur, là, tu mettais la cassette VHS dedans, là, puis il est tout fier d'essayer ça avec son petit bonhomme. Alors la femme, elle filme, puis lui, il est là avec le petit gars, puis il dit « Aimes-tu maman, aimes-tu papa? » Puis l'enfant, tu sais, il dit « Oui, oui. » Tu sais, bon. Mais là, il dit « Ah, pourquoi? » Tu sais, et là, ça change. Le registre de voix change. Il y a quelque chose qui se passe dans l'enfant où il se met à dire « Parce que je vous ai choisi. » Et là, le père a un choix. C'est de « Oh, OK, on arrête ça là, on s'en va, on fait d'autres choses. » Ou « Ah oui, tu nous as choisi, comment tu as fait ça? » Et il a eu l'intelligence de poser la question, avec le résultat que là, l'enfant est parti, il a tout expliqué comment ça se passait de l'autre bord, puis ainsi de suite. C'est hallucinant. Alors, mais le travail qui a été effectué, ça, c'est anecdotique, mais le travail qui a été effectué par des psychiatres est beaucoup plus je dirais pas sérieux que ça, mais c'est beaucoup plus profond. Et c'est volumineux, parce qu'on parle de plusieurs milliers de cas, des enfants qui disent des drôles de choses, qui sont examinés par les psychiatres, des psychiatres qui ont une démarche scientifique, puis qui n'ont pas de réponse. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que le psychiatre américain, celui qui a étudié le plus, le Stevenson, quelque chose du genre. Stevenson, oui. Et il dit, si quelqu'un est décédé d'une balle dans la tête, il va y avoir une marque physique. Et s'il est mort pendu, il va y avoir une cicatrice ici. Il y a quelqu'un... Enfin, j'avais de la difficulté à croire ça, personnellement. Tu peux t'imaginer Gorbatchev, on sait de quoi qu'est-ce qui a pu y arriver avant. Moi, je crois que le choc traumatique d'une mort physique peut laisser comme une trace qui se transmet dans une autre vie. Je te ferai remarquer que Stevenson a travaillé très fort là-dessus. C'est pas des impressions qu'il a, là. Et même le petit bonhomme, là, Chase Bowman, dont je te parle, se plaignait à un moment donné d'avoir reçu une balle au poignet. Et c'est ça, d'ailleurs. Puis là, il en parlait, là, puis il souffrait, là. Or, l'enfant fait de l'eczéma de façon topique, exactement là où il indiquait sa blessure. Je le sais, Denis, j'arrive toujours avec des affaires que personne ne croit. Par les cheveux. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas moi qui les invente, ça. C'est pas moi qui les invente, ça. Et ces gens-là, à un moment donné, quand tu arrives avec un certain nombre de cas où la corrélation entre la blessure qui a causé la mort, comme Ravi Shankar, notamment, hein, on en parle dans le bouquin. Le musicien qui serait mort décapité dans une vie antérieure et qui aurait une grosse cicatrice ici. C'est ça, exact. Alors, la corrélation qu'il y a entre la blessure visible et l'endroit où aurait été causée la mort, tout ça, la corrélation est à 100 dans un pourcentage de cas effarant. Alors, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau d'être sceptique, puis... faut s'ouvrir, là. Puis, alors, Jean, il faut faire une pause. Et au retour, parce que vous en parlez à un certain nombre d'endroits, là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'on se réincarne? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est pas une fin sans fin? On en parle dans 3 minutes.